La pomme qui rit, le raisin qui pleure, nos producteurs de champagne ne sont pas à la fête. Le cru 2020 s'annonce bon au goût, mais très amer économiquement. Reportage près d'Épernay chez un vigneron producteur, Sophie Lançon et François Bader. Christophe Diard vient de commencer les vendanges de ses 4 hectares. La dernière hein. Inspection du jour. Ouais, celle-ci c'est la dernière. T'as fini là? Ce vigneron parie sur un cru de champagne exceptionnel. Bien équilibré en acide, un beau millésime en perspective. On espère qu'il sera millésimé. Pourtant, cette année, les vendanges ont un goût amer. Sa récolte, il va devoir la limiter, la réduire de 20%. Les consommateurs boudent le champagne à cause de la crise sanitaire. Voilà, on ne vendange pas la première route, on la laisse. Ça fait mal au cœur, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? À part faire un vaccin. C'est toute la Champagne qui est touchée. Les prévisions sont catastrophiques. Avec le confinement et la faible activité des restaurants, bars et hôtels, jusqu'à moins 34% de vente de bouteilles cette année pour la filière. Alors tout le secteur a dû trouver un accord. Limiter la production pour éviter des stocks trop importants et des ventes à prix cassés. Christophe Diard le comprend, mais forcément à la clé, ce sont des sacrifices financiers. Les revenus, ça va être sur l'année prochaine. C'est des baisses de 30%. 30%, quand on parle de 30% champagne, c'est quand même c'est ce qu'on faisait comme bénéfice. Donc on va avoir des années difficiles parce que là, on va avoir quand même les charges et les impôts à payer sur les années passées. Limiter la production pour maintenir les prix, la décision ne fait pas l'unanimité chez les vignerons. Mais pour l'un des représentants de la filière, pas le choix, cette crise est inédite. De mémoire, Tom, je commence à ne plus avoir de cheveux ou des cheveux blancs. Si vous voulez, ça remonte. La dernière crise, c'était le choc pétrolier en 75. Mais cette ampleur-là, la soudaineté, c'est du jamais vu. Les ventes de champagne pourraient passer cette année sous la barre des 200 millions de bouteilles. Du champagne, ils ont bien mérité d'en boire un peu hier soir. Les joueurs du PSG qualifiés pour la toute première finale de Ligue des Champions. Ça se passera dimanche, soit contre Lyon, soit contre le Bayern Munich. Un bonheur partagé par leurs supporters qui, pour le coup, ont un peu imprudemment fait tomber les barrières. Jules Longchamp, Simon Ricotier et Mathieu Birden. Des scènes de liesse. Une joie immense dans un bain de fumigène. Pour la première fois de son histoire, le PSG l'a fait. Se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Depuis le temps qu'on attendait cette finale, et là, j'espère qu'on va la remporter. C'est vraiment une communion, on attend ça et là, on exulte. Une fois qu'on a gagné la Ligue des Champions, je peux mourir tranquille en paix. Pourtant, quelques heures plus tôt, les visages étaient fermés, jusqu'au but de la délivrance, signé Marquinhos. Puis le PSG enchaîne, d'abord avec Di Maria, puis Juan Bernat. 3-0, les Parisiens exultent. Les célébrations ont rythmé une partie de la nuit parisienne, notamment sur les Champs-Élysées, quitte à oublier les gestes barrières. Avec ça, là, les Covid-19 n'existent plus. Nous sommes immunisés. Tellement on est content, on est immunisés, on oublie même ça. Des images qui ont fait réagir les autorités, comme l'adjointe à la mairie de Paris, Anne Souéris. Il ne faut pas que ce soit la fête du Covid. Mais aussi au gouvernement, via la ministre des Sports. On sait que la première cause de contagion, ce sont les rassemblements. Donc encore une fois, il faut qu'on arrive à célébrer autrement ces matchs et le sport ne doit pas être une raison pour qu'une deuxième vague reprenne parce que ça va être difficile pour le pays de gérer une deuxième vague. Des avertissements qui ne devraient pas empêcher les fans de rêver à dimanche, jour de la finale, pour que Paris rentre définitivement dans l'histoire du sport français. Et comme trop souvent, quelques énergumènes ont tenté de gâcher la fête hier soir. Ils s'en sont pris, vous les voyez, à un fourgon de police. C'était sur les Champs-Élysées à Paris. Quelques coups de pied et insultes qui ont fait réagir d'ailleurs le garde des Sceaux sur Twitter. Certains portent un maillot qui a fait hier soir la fierté de toute une ville et même d'un pays. En revanche, pour Éric Dupond-Moretti, ceux-là qu'on vient de voir en font le déshonneur. La justice sera vigilante et le parquet de Paris traduira devant la juridiction les auteurs de ces exactions, a conclu Éric Dupond-Moretti. Dans cette époque où tout va souvent beaucoup trop vite, on va décélérer à présent. Embarquement immédiat à bord du train jaune que les habitants de Cerdagne, en pays catalan, appellent aussi le Canari. Il roule 10 fois moins vite qu'un TGV, mais là au moins on a le temps de profiter d'un paysage qui mérite vraiment que l'on s'y arrête. Margot Subra-Gomez, Thomas Guéry et Olivier Sauvert.
fait l'éloge des détours et de la lenteur. Le train jaune promène son charme désuet sur le plateau de la Cerdagne depuis 110 ans. Au cœur des Pyrénées-Orientales, paradis des randonneurs, le voyage compte sans doute plus que la destination. Pour être sûr d'attraper le train jaune, rendez-vous de bonne heure, en gare de Villefranche de Conflans. Masqué, été 2020 oblige. Julien Berthélémy est à la tête du train depuis 11 ans, avec la sensation de conduire un joyau ferroviaire. Aujourd'hui, on n'a aucune machine qui est comme ça. On a vraiment ce pupitre. Ça, en fait, c'est l'enregistreur de vitesse. Ça indique la vitesse et ça enregistre la vitesse avec la bande graphique. Son train roule à 30 km/h, pas plus. Mais au début du siècle, c'était déjà une prouesse. Le train jaune a permis de désenclaver ce coin de Catalogne française au prix de travaux colossaux, notamment pour construire ce pont qui culmine à 60 mètres de hauteur. De se rendre compte de l'immensité de ce qui nous entoure et d'en profiter aussi pleinement. On en a plein les yeux. C'est aussi le charme, effectivement, de l'ancien, on va dire. Ça rappelle il y a un certain nombre d'années quand on prenait le train et qu'on était beaucoup plus jeunes. En haute saison, le train est surtout fréquenté par les touristes. La plupart descendent en gare de Montlouis, citadelle entièrement édifiée par Vauban pour défendre la frontière française, toute proche. Aujourd'hui, les Espagnols sont les bienvenus. Le train jaune amène 80% de la clientèle à ce restaurant. On connaît leurs horaires, du coup ils arrivent un peu tous en même temps. Si le train jaune s'arrête, c'est que tous nos commerçants après ne peuvent plus vivre. Le chiffre d'affaires sera en baisse totale. Car la ligne est menacée, trop ancienne, pas assez rentable. Pourtant, les habitants y sont très attachés. Quand on n'avait pas de voiture, qu'est-ce qu'on prenait? On prenait le train. Ça représente le fait d'être lié avec l'extérieur en hiver par grosses chutes de neige, alors que sinon on peut être complètement coupé. En reprenant le train, on se rend compte que le milieu de nulle part existe. Et qu'on y a même implanté une gare. La plus haute de France exploitée par la SNCF. Beaucaire culmine à 1592 mètres d'altitude. C'est aussi le plaisir de découvrir des anciennes gares, des gares qu'on verra nulle part en France. Les places sont chères pour avoir une place à l'extérieur, un wagon extérieur. Dans sa cabine, Julien Berthélémy parcourt les 63 km de la ligne. Ce n'est pas le prestige du TGV, mais l'essentiel est ailleurs. Quand on dit aux enfants, même à tout le monde, qu'on conduit le train jaune, ils nous regardent avec des yeux, waouh, c'est quelque chose de fou, quoi. Ouais, ça va, c'est pas mal. Ouais. Au détour d'un virage, le train jaune dévoile le clou du spectacle. Ce pont ferroviaire suspendu, dernier de France toujours en service. Décidément, le petit train jaune des Pyrénées n'a pas à rougir. Il n'a pas à rougir. Et à propos de couleur, si le train jaune, qui a quand même un petit peu de rouge, s'appelle comme ça, c'est parce qu'il est tout simplement aux couleurs catalanes. Nous voici arrivés au terminus de ce 20h. Dans un instant, la météo, Chloé Nabédian, un si grand soleil, suivi de votre série Nina. L'info continue sur France Info, canal 27 de la TNT. Sur France 2, elle revient demain avec Télématin. À 13h, vous retrouverez Sophie Le Saint. Et nous, on se revoit, si vous êtes d'accord, pour le 20h. Très bonne soirée à tous et allez les Lyonnais. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, canal 27.